Ah bah super, merci Patrick. Donc, je disais merci de nous accueillir pour ce premier webinaire pour Busy en France. On est ravis avec Maximo d'avoir l'opportunité de faire la première démonstration publique de Busy au travers de l'IOS. Je vais me présenter rapidement. Simon Bernat, j'ai la chance de travailler chez Busy depuis début avril. Avant, je faisais partie d'une société de services spécialiste Microsoft. Et dorénavant, j'ai rejoint l'éditeur Busy qui édite la solution de Digital Workplace que vous allez découvrir aujourd'hui. Et je suis accompagné de Maximo, Maximo qui est le chef de produit et qui aura le plaisir de vous présenter, de vous faire une grande partie de la présentation et j'interviendrai sur quelques moments de démonstration. Merci Simon. Je me présente, je suis Maximo Castagno, Chief Product Officer dans Busy. Je suis d'origine argentine, mais aussi un peu suisse, mais ça fait très longtemps que je travaille et je vis à Londres maintenant. Donc mon français est un peu rouillé. Je disais ça à Simon et chaque jour, il doit me corriger quelques mots un peu bizarres que j'utilise. Donc je vais faire mon mieux pour faire cette présentation en français. Moi, j'ai la chance de travailler dans Busy depuis le début. Je suis cofondateur, donc on a eu une idée de basculer du monde service au monde produit il y a 10 ans avec notre CEO. Et donc, depuis ce moment-là, je dirige la partie produit, très basée sur la partie expérience utilisateur. Et je ne suis pas du tout un profil technique du tout. Je suis d'ailleurs un sociologue de formation. Aujourd'hui, ce qu'on voulait faire dans cette séance, c'est vraiment de partager notre expérience, pas de vous vendre Busy en tant que produit. À la fin de la session, le but, c'est que vous allez peut-être être intéressé dans Busy et peut-être justement juste être intéressé par la conversation qu'on a eue et un peu le partage d'expérience qu'on a du point de vue éditeur de produits. Donc, à la base d'un produit comme Busy, il y a un petit peu une philosophie et aussi un parcours. On a travaillé dans des projets intranet, depuis très très tôt. Je crois que mon premier projet intranet, c'était pour une grande télécom en Espagne dans l'année 99, je pense. Et donc, on a vraiment aujourd'hui Busy comme produit, on bénéficie de toute cette expérience accumulée. Et au cours de toutes ces années, je dirais presque 20 ans déjà, on a vu le concept d'intranet évoluer dans quelque chose de beaucoup plus important et plus global et plus générique que l'intranet, qui est ce concept de digital workplace. Et c'est là où notre produit un peu se positionne aujourd'hui. Mais disons qu'au début, les intranets se focalisaient dans le partage d'informations. C'était quelque chose vraiment très top-down, très de la direction vers l'employé. À cette époque-là, il s'agissait de digitaliser. Digitaliser peut-être une revue qui apparaissait, qui était imprimée en papier, digitaliser de l'information qui était en papier la plupart des fois. Après ça, on a vécu l'utilisation de l'intranet comme un moyen de communication et ça a fait progresser les intranets et ça les a mis un petit peu plus au centre de la vie de l'employé, de la vie digitale de l'employé. Et après, il y a quelques 10 ans, avec l'avènement de Web 2.0 et les technologies sociales, on a vu vraiment l'introduction de la collaboration dans les intranets par l'apparition de ce concept de Enterprise Social Networking, réseau social d'entreprise. Et vraiment, c'est là que ça a commencé à devenir un peu plus une chose qui était vraiment plus que l'intranet classique. Et maintenant, depuis une année ou 2 ans, déjà, nous, dans Busy, on a très vite vu un nouveau paradigme qui allait faire évoluer le digital workplace, qui est cette idée de transaction, qui est cette idée d'automatisation, qui est cette idée de plus en plus de machines qui parlent à des humains qui donnent des ordres à des machines avec beaucoup de données qui se transfèrent et parfois des
parcours très automatisés, mais qui doivent toujours être surveillés et dirigés par des employés, des personnes. Donc, c'est cette partie-là qui, nous, on voit vraiment comme la plus importante évolution dans les dernières années du Digital Workplace. Et vous allez voir que c'est cette partie-là, des microtransactions, de l'intégration de différents outils. C'est là qui constitue un petit peu notre point différenciateur dans le marché aujourd'hui. Si on jette un coup d'œil comment une intranet plus ou moins a été structurée il y a 20 ans, c'était beaucoup de news, quelques events, beaucoup de liens, plus de liens. Cette idée terrible que quelqu'un a eu de montrer un world clock où le weather qui est venu un peu plus tard, qui n'avait aucun sens à l'époque et n'a aucun sens aujourd'hui, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. 10 ans plus tard, ça a évolué un tout petit peu. On a commencé à voir timidement l'inclusion d'un social feed, par exemple, mais toujours très basé dans la communication et l'information. Et si on pense au Digital Workplace aujourd'hui, au moins notre vision du Digital Workplace aujourd'hui, c'est vraiment un bon mélange, un bon partage de tous ces différents niveaux. Donc, du transactionnel, du collaboratif, du communicationnel, de l'information pure et dure. Tout ça dans un mélange qui soit très personnalisé et qui tienne en compte non seulement ce que l'entreprise veut que les employés voient ou aient devant leurs yeux, mais aussi ce que l'utilisateur veut en avoir. Parce que si on pense pas aux besoins de l'utilisateur, on commence à avoir ces problèmes de engagement qui devient insoutenable. Donc, pourquoi on a fait un produit comme Busy? Les entreprises, on les a vues ces années évoluer et s'adapter au marché très, très rapidement. Et les employés réclament de nouvelles façons de travailler. Les millennials, les télétravailleurs sont en train de rejoindre ces sociétés très vite. Et avec eux vient cette idée de l'esprit consommateur digital. C'est un esprit qui regarde beaucoup les outils qu'on utilise dans notre vie quotidienne, avec nos amis, avec nos familles, du monde consommateur. Et donc, très vite, ils se disent pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir les mêmes outils avec la même qualité d'expérience utilisateur dans ma vie professionnelle. La plupart des grandes entreprises vont se soucier beaucoup du cadre de travail physique. On voit chez nos clients des headquarters très, très, très nouveaux, très modernes, très chics. Et on parlait avant par exemple, la gestion de salles. Parfois, c'est très futuriste, cette gestion et ces salles et ces systèmes de vidéo. Mais si on regarde un petit peu comment est le jour du poste de travail numérique, souvent, c'est nettement moins sexy et ça ressemble beaucoup plus à cette image où tout pend d'un fil, tout est rattaché un petit peu comme ci, comme ça et ça devient un peu chaotique et pas idéal comme cadre de travail. Aussi, on a tous vécu cette crise sanitaire qui continue et qui malheureusement a mis en évidence cette situation de précarité digitale, je dirais, dans beaucoup d'organisations. Donc, un produit comme Busy vraiment est né il y a déjà 10 ans dans le marché. Pas très connu dans le marché français, mais on est dans le marché depuis 10 ans, très fort en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Et vraiment, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de mettre à la hauteur du cadre de travail physique, le cadre de travail digital. Et pour ça, on a focalisé notre produit dans ce qu'on considère être les 4 piliers du Digital Workplace: la communication, la collaboration, les processus et l'automatisation autour des processus de travail et la gestion des connaissances, le knowledge management. Et on fait tout ça encadré par 3 concepts très importants pour nous. Il faut que ce soit mobile, il faut que ce soit accessible dans n'importe quel device. Il faut que ce soit personnalisable par l'entreprise et l'organisation.
mais aussi par l'utilisateur. Et il faut, on prend un petit peu ce défi depuis quelques années de le faire aussi très intelligent. Parce que maintenant, il n'y a pas vraiment d'excuse de ne pas faire les outils intelligents. On travaille dans Busy seulement dans la plateforme Microsoft et la plateforme Microsoft avec Azure et tous les services, les cognitive services, Louis, le bot framework. Il y a vraiment beaucoup de briques dans la plateforme qui nous aident à faire des produits intelligents. Et avec ça, l'idée, c'est vraiment de vous partager quelques expériences et un petit peu comment on pense par rapport à ces 4 piliers pour que vous puissiez en tirer quelques conclusions qui vous serviront si vous achetez du Busy ou si vous restez dans la technologie que vous utilisez. Donc, la communication, ça c'est une image qui résonne assez bien chez nos clients. Non, pas encore un email de la com interne ou pas encore un email de mon réseau social d'entreprise qui m'envoie 10 emails et maintenant j'ai mon réseau social plus le email à gérer. Donc, vraiment ce stress dans la boîte de réception est le problème le plus grand qu'on voit dans la communication. D'autres défis, cette idée qu'il y a trop de push, que les utilisateurs sont inondés avec trop d'informations. Cette idée qu'ils ont très peu de mécanismes de pull, de décider quel type de contenu ça leur convient. Et aussi par rapport à la plateforme en général, il y a en général un peu de problèmes parfois d'édition, de création de tous ces contenus et aussi de gouvernance par rapport à ces contenus. Donc, quelques idées qu'on a eues dans Busy, quelques trucs qu'on fait dans Busy. On utilise beaucoup ce concept de Hero Component et de Newsfeed Component. On croit beaucoup au concept de flux personnalisé d'informations. Et là, vous êtes en train de voir 2 écrans, une de notre expérience desktop, une de l'expérience mobile. Et toutes les deux, ils vont travailler beaucoup sur ce concept de Hero ici, qui est très flexible pour faire du push, plutôt pour faire du push de l'information, et le concept de newsfeed où vraiment l'accent est mis sur le pool d'informations. L'anatomie de notre page d'accueil, pour vous la montrer un petit peu en détail, il y a ce concept de Hero dans la partie supérieure et le concept de Newsfeed que je parlais avant. Au milieu, il y a un concept qu'on va avoir quand on bascule dans la démo, qui est ce concept de Sharebox, cette composante qui permet de créer, de partager très facilement de contenu. Et finalement, on injecte dans les newsfeeds ce qu'on appelle des discovery cards. Et l'idée de toute cette anatomie de page d'accueil, c'est vraiment d'avoir un bon mélange de push et de pull. Vous voyez que la partie supérieure de l'écran est très focalisé dans le push et plus on scroll down, plus on va en bas dans cette page, plus c'est vraiment du pull et c'est l'utilisateur qui décide qu'est-ce qu'il va avoir. Mais dans chaque composante, il y a un tout petit peu de push, un peu de pull en bonne dose, disons. Donc, on saute à l'autre pilier, la collaboration. C'est cette image, à nouveau, ça résume un petit peu ce qu'on voit chez nos clients comme gros défi. Les plateformes, n'importe quelle plateforme. Là, il ne faut vraiment pas pointer Microsoft. C'est inhérent à n'importe quelle plateforme. Les plateformes vont avoir une certaine complexité inhérente à la plateforme. Et donc, comment gérer cette complexité parfois, ce n'est pas évident pour l'utilisateur. Parfois, l'utilisateur, il a l'impression qu'il a trop d'outils. Il y a trop d'outils aussi concurrents, trop de casuistiques ou de choses qu'il pourrait faire. Et qu'est-ce que je fais maintenant? J'utilise du Teams ou du Yammer? J'utilise du SharePoint ou du OneDrive? Ce genre de questions qui reviennent chez les utilisateurs et qui ne sont pas toujours faciles de gérer.
Comment faire en sorte qu'on gestionne la génération de knowledge interne, comment on capitalise sur toutes les informations qui sont partagées dans le jour et jour de la collaboration, et finalement comment rendre les personnes autonomes et engagées à la fois. Donc vraiment qu'ils aient un digital workplace où ils peuvent être le plus autonomes possible, mais en même temps engagés, qu'ils puissent aider des collègues parfois, recevoir de l'aide d'autres fois, et vraiment participer à l'échange du digital workplace. Ça, c'est plus ou moins les défis qu'on trouve. Par rapport à ça, on a le concept de communauté. On va basculer tout de suite dans la partie démo après ce deuxième pilier. C'est vrai que la partie collaboration à petite échelle est très bien représentée dans la suite de Office 365 par Teams. Busy n'entre pas en concurrence vraiment avec Teams et même pas avec Yammer. On assume ce concept de communauté vraiment pour gérer la collaboration à grande échelle. La collaboration qui n'est pas synchrone, qui est asynchrone, et aussi une collaboration qui peut s'adapter à n'importe quel cas d'usage. On a des types de contenus très variés, vous allez le voir maintenant dans quelques exemples. Par exemple, la gestion des idées, du innovation management, par exemple. C'est un type de contenu qui n'existe pas dans du Teams, qui n'existe pas dans du Yammer. Donc, vraiment, on étend les capacités, les types de contenu au-delà de ce que apporte la plateforme. Ce concept de Sharebox, je vais vous le montrer vite fait dans la démo. Vraiment, l'idée, c'est de avoir quelque chose qui soit aussi simple qu'envoyer un email pour le jour, pour partager un fichier, pour partager une information, pour prendre le pouls avec les polls et tout ça. Vraiment, de faire quelque chose qui soit extrêmement simple et facile. Si on veut, on peut toujours basculer dans la partie SharePoint ou la partie Office 365 de la fonctionnalité, mais en général, le Sharebox s'occupe de faire quelque chose qui soit très simple à partager et aussi relié par un même système de tagging par rapport au knowledge management. On travaille beaucoup dans le profil utilisateur aussi. Par exemple, je disais avant cette idée de copier ce qui marche dans le monde consommateur. On a très vite vu que LinkedIn avait fait un travail magnifique avec les skills and expertise et comment les gens faisaient ce concept de endorsement, comment les collègues, c'était tes collègues qui pouvaient dire en quoi tu étais bon et pas vraiment quelque chose d'institutionnel qui peut parfois être complètement faussé. Et donc, on a copié ce concept de skills and expertise, mais aussi on travaille sur la partie de soft skills avec les praises, les employee recognition component, vraiment l'activité en général, de pouvoir remonter à la surface les compétences, les connaissances réelles de l'employé. Donc avec ça, je vais vite basculer dans l'environnement de démo pour couper un petit peu la présentation et ne pas faire trop long la partie PowerPoint. Juste un instant, j'ouvre ici mon environnement de démo et je vais vous montrer quelque chose dont on en a parlé avant. Donc, par rapport à la gestion de la communication, ce que je vous avais montré de cette composante Hero qui montre des stories qui peuvent être par rapport à une casuistique, une thématique globale ou par rapport à une thématique qui s'adresse à moi en fonction de mon profil. Vous voyez que ici j'ai des nouvelles qui viennent du groupe en général et à droite, j'ai des news qui m'arrivent de mon contexte. Je suis ici avec un utilisateur qui est aux États-Unis et donc vraiment très ciblé sur qui je suis, où je travaille, quel est mon département, etc. etc. Le concept de newsfeed, on le voit ici. Avec toutes ces différentes possibilités. Le tab qui montre tout ce qui se passe dans mes communautés, mais aussi mes
Idea Campaign, Knowledge Management, l'onglet qui est complètement focalisé sur les personnes que je suis. Et après, je peux avoir des onglets qui sont propres à moi. Par exemple, je peux suivre quelques tags en particulier. Et ça va me permettre de très rapidement suivre des contenus qui peuvent être très variés, qui peuvent venir de communautés, qui peuvent venir de l'information plus formelle, mais qui vont vraiment me pouvoir avoir une vue 360 par rapport à ce tag-là. Le concept de Sharebox que je parlais avant, c'est cette idée-là, c'est cette boîte ici, cette composante ici qui me permet très rapidement, avec la même simplicité, d'envoyer un courriel, parce que ça, c'est vraiment le but. On croit vraiment que la collaboration commence avec le partage, et le partage doit être très, très simple et facile à faire. Donc ici, je dis please, Simon, take a look at my meeting notes and give me feedback. Je vais travailler sur la partie tags aussi. Ça peut être quelque chose par rapport à sales meeting. Je vais vite fait, je peux faire du drag and drop, mais je peux vite fait trouver un fichier que je veux ajouter ici. Celui-ci. Je choisis le contexte dans lequel je veux partager ce fichier-là. Et par exemple, on est en train de travailler dans un projet et je publie. Et donc, c'est extrêmement rapide. Évidemment, toute l'information, ça va être partagé dans du SharePoint, dans tous les artefacts de Office 365. Mais vraiment, je peux très rapidement commencer à partager de l'information. Et on a aujourd'hui dans le marché la variété de différents types de contenus, la plus grande du marché. Il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à du Yammer, mais on fait beaucoup plus que Yammer. On fait du Q&A, on fait du Praises, différent du Yammer, parce que ça peut être complètement customisé par chacun client. Chacun client peut décider quels sont les employee recognitions qu'ils vont utiliser. Mais on fait aussi des polls, on fait des événements, on fait de l'ideation, des idées, la gestion des idées. On fait du blog, wiki, task, discussion. Vraiment, on a une panoplie très variée de possibilités. La mécanique du Sharebox, c'est à chaque fois, on va envoyer ce contenu-là dans du SharePoint, dans du Office 365, en dépendant de quel type de contenu on est en train de créer. Mais pour l'utilisateur, il n'a pas besoin de réfléchir. Est-ce que je suis en train d'utiliser Planner pour les tasks? Est-ce que je vais utiliser To-Do pour les tasks? C'est vraiment l'interface de Busy qui décide où on stocke ces contenus, mais l'utilisateur n'a pas besoin de voir tout ça. Quelques autres exemples qu'on a vus avant par rapport à la collaboration. J'ai parlé aussi, je crois, j'ai sauté déjà, Simon, dans le knowledge. Je crois que j'allais l'aborder maintenant, n'est-ce pas? Exactement. Tu allais aborder la partie knowledge. OK. Tout ce qui Tu me gravite. dis si je Le timing saute, est bon, le rythme est bon. All is under control. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main pour que ce soit interactif. Et sinon, directement poser les questions dans le fil d'actualité de l'AOS. OK, parfait. Donc, on continue avec deux autres piliers du produit. Le knowledge est un peu un pilier un peu atypique. Pas toutes les organisations réfléchissent au knowledge tout le temps et de façon très visible. Mais dans Busy, on a vraiment voulu faire un des piliers du knowledge très, très tôt dans le développement du produit, parce qu'on travaillait beaucoup la partie collaboration sociale et on avait l'impression que nos clients, ils commençaient à stocker beaucoup d'informations, beaucoup de contenu éphémère parfois, mais très important dans le futur. Et vraiment, cette pile de contenu qui se génère dans un réseau social d'entreprise, dans un outil de collaboration, on peut le voir de deux façons. Ça peut être une pile
une montagne d'objets inutiles où on peut penser par rapport à cette énormité de contenu comme si c'était un arbre. Et en fait, un arbre, plus il croît, plus il devient grand, plus il est actif et plus il aide à son écosystème. Et donc, c'est quelque chose de très bon de collectionner de grandes masses d'informations. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est de pouvoir faire que cet arbre, il parle la mécanique même du digital workplace, puisse avoir des fruits. Et des fruits, on appelle des fruits des pilules ou des compilations de contenus qui peuvent rattacher différentes choses qui se passent de façon très soudaine, de façon très éphémère, mais qui, mises en contexte, mises en liaison, peuvent être vraiment réutilisables en permanence et régénérées en permanence. Donc, comment pouvons-nous générer des connaissances qui soient réutilisables? Comment on peut trouver le bon expert sur un sujet, par exemple, de par analyser tout ce contenu? Et on a réfléchi beaucoup là-dessus. Et vraiment, ce qu'on essaye de faire dans Busy, c'est aider les entreprises à savoir ce qu'elles savent. C'est un petit peu notre motto interne. Donc, on a généré quelques types de fonctionnalités. On a une composante qui s'appelle Busy Pages, que je vais pouvoir vous montrer aussi dans l'environnement de démo. C'est vraiment une espèce de Wikipédia corporative, donc Wikipédia, mais interne à l'entreprise. Et un peu la solution innovative qu'on a trouvée, c'est de penser à cette immense masse de contenu interne d'une façon un peu innovatrice et aussi quelque part copiée du monde consommateur et de faire une structure de page qui ne soit pas dès le début conçue comme une structure fermée, comme une structure hiérarchique, qui est très souvent le problème dans les intranets et souvent aussi la source de beaucoup de frustration dans l'utilisateur qui doit aller dans une section, sous-section, sous-section de l'intranet pour vraiment trouver du contenu. Et donc, on a trouvé une solution beaucoup plus flexible et beaucoup plus moderne pour ça. On travaille beaucoup dans la technologie de bot. Et là, on est en train de montrer un petit peu une séquence qui se passe dans le bot quand je veux savoir quelque chose, par exemple, et je questionne le bot par rapport à un sujet, n'importe quel sujet. Le bot, il va essayer d'abord de trouver une communauté sur ce sujet-là. Pourquoi une communauté? Parce que on aime bien pointer l'utilisateur dans un contexte d'expertise. Et la communauté est très souvent ce contexte d'expertise. Donc, c'est vraiment là que le bot commence avec les recommandations. Si l'utilisateur il veut aller un peu plus approfondir sur ça, on bascule sur une logique de tags et on essaye de mettre en surface tout ce qui puisse être relationné avec ce concept-là en tant que tag et on met en surface des conversations, par exemple. Et si on veut approfondir encore plus le troisième volet de la conversation avec le bot, ça va vraiment aller dans le précis, ça va vraiment aller dans un document, à l'intérieur du document et trouver quelque chose qui ait du sens par rapport à cette problématique dans un document. Donc, il y a une espèce de séquence dans la conversation qui se donne de façon très naturelle avec le bot, mais très intentionnée pour vraiment diriger l'utilisateur vers le type de contenu qui va être le plus simple et le plus pertinent dans sa journée. Et finalement, dans ce volet-là, on est en train de travailler depuis très, très tôt sur un projet que Microsoft est en train de mettre en place qui s'appelle Project Cortex, qui est vraiment en train de travailler sur le même problème. Donc, comment on aide aux organisations à comprendre tout ce qui se passe dans le jour le jour, comment on automatise
monitorisation de toutes ces personnes, de toutes ces meetings, ces communications, ces échanges dans Teams, dans Yammer, dans SharePoint, dans n'importe où, pour vraiment comprendre comment est le knowledge management, comment est le graphe de toute cette gestion des connaissances par derrière. Et là, on est très, très content de pouvoir travailler très, très proche avec Microsoft dans ce système-là qu'ils sont en train de mettre en place. Et on a déjà beaucoup d'idées de comment on va incorporer Project Cortex dans notre produit. Finalement, je saute sur la partie processus. Vraiment, ici, l'image, c'est d'un utilisateur, d'un employé qui doit gérer beaucoup de systèmes, quelques systèmes très modernes, quelques systèmes sont très anciens ou un peu plus précaires aussi. Mais en fait, ça, c'est son jour le jour et on ne peut rien y faire. Et c'est cette réalité-là qu'on a voulu approcher avec notre pilier des business processes. Et en fait, les défis qu'on attaque ici, c'est comment ne pas avoir les outils en mode silo, comment on peut les connecter, mais avec une intégration réelle et non pas avec une intégration qui soit légère ou un petit peu, comment je dirais, un petit peu naïve. Parfois, on reste, on construit des intégrations qui sont un peu naïves par rapport à la réalité de l'utilisateur aujourd'hui. Et donc là, on a une suite d'idées qu'on va vous montrer. Tout simplement, ce qu'on a voulu faire, c'est éviter une intégration spécifique, éviter le typique widget qui va te montrer les to-do de ton système ou les demandes de prise de congé de tes employés qui viennent directement de Workday ou d'un système. On a voulu faire quelque chose qui soit un peu plus évolué que ces widgets et vraiment de créer un environnement, un framework qu'on appelle, un vrai framework d'intégration beaucoup plus moderne, beaucoup plus axé sur ce concept d'automatisation, de plateforme d'automatisation, de connecteurs, de API. Et en fait, on a inventé ce concept de action cards. Les action cards, c'est des cartes qui sont présentées aux utilisateurs dans leur propre flux d'informations, dans ce newsfeed qu'on a parlé avant. Et ces cartes, elles vont apparaître et disparaître aussi, ce qui est très important. Elles sont éphémères et sont surtout basées sur des intelligent triggers, des processus sont prédéfinis par avance et c'est seulement quand il y a quelque chose qui se passe qui est importante pour cet utilisateur-là à ce moment-là en connexion avec cet outil-là qu'on va pouvoir avoir une de ces cartes-là. L'anatomie vraiment de ces cartes-là, elles sont intelligentes parce qu'il y a un déclencheur spécifique. Elles sont contextuelles parce qu'elles apportent de l'information qui, dans cet exemple-là, vient de Salesforce. Elles sont ce qu'on dit actionnables parce qu'on peut mettre ici directement des actions qui vont être prises dans le flux d'activité et qui vont être envoyées directement dans l'outil qu'on est en train d'intégrer. Et finalement, elles sont sociales et conversationnelles parce que Busy y met sa partie de conversation, de tagging aussi, etc., etc. D'autres exemples d'action cards, on peut connecter du ServiceNow, du Concur, du DocuSign, Workday. Vraiment, c'est aujourd'hui, je dirais que chaque jour, on voit nos clients connecter de nouveaux outils parce que vraiment, on a créé un framework. C'est pas quelque chose qu'on leur vend. On vend pas des connecteurs ou on vend pas d'intégration. On travaille avec les plateformes, que ce soit Power Automate, Nintex, K2. On travaille avec ces plateformes-là pour que nos clients puissent faire eux-mêmes leur propre connexion et leur propre Intelligent Employee Experience. Et avec ça, si tu veux, je te passe l'écran, Simon, si tu veux juste faire Avec plaisir. la démo. Là. Oui, je vais prendre la main directement pour vous montrer à quoi ça peut ressembler en démo live une interaction avec le BusyBot.
N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez avoir plus de démonstrations. Donc là, je suis dans mon environnement en tant qu'utilisateur dans l'équipe commerciale. Et l'idée, c'est de pouvoir ouvrir la boîte de conversation Teams et d'engager la discussion avec le bot. C'est un des moyens de générer une action card et c'est le moyen qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, l'idée, c'est de lui demander, donc vous voyez, j'ai fait déjà plusieurs requêtes. L'idée, c'est de lui demander un discount sur une opportunité qui est stockée dans Salesforce. Et donc là, on va commencer l'échange de façon très simple. En quelques clics, l'idée, c'est de limiter l'interaction, donc avoir le nom de l'opportunité très rapidement. Et puis, on va demander voilà, le montant, valider que c'est la bonne opportunité. Et puis, à partir de là, on va demander 20%, ce serait bien. Je suis en phase de closing, j'arrive à mon dernier quarter, ce serait pas mal d'avoir un go. Donc, ça a été envoyé. On remercie évidemment toujours Tordial. Ouais, Ça, c'est très important. on Et donc, sait qu'est-ce qui se jamais. passe à ce moment-là? À ce moment-là, on a deux éléments. Donc, moi, sur mon fil d'actualité, je vais voir que ma requête est en attente. Donc, on va l'avoir ici. Et quand je vais basculer dans l'environnement d'un manager, donc en l'occurrence, là, j'étais sur l'environnement de mon manager qui a la possibilité. Donc, lui va l'avoir aussi dans son fil d'actualité. Ça va être marqué, Simon Bernat demandait une remise sur cette opportunité. Et alors, il a le choix, soit au fil directement dans son newsfeed de cliquer sur Approve ou Reject, ou il a également, puisque tout à l'heure Massimo en parlait, cette génération d'hashtags, eh bien de pouvoir suivre toutes les demandes qu'il a comme business process. Quand on est manager, effectivement, on peut être pollué, et ce que l'a dit Maximo très bien tout à l'heure, l'idée, c'est pas d'être spammé par email, mais c'est d'avoir la possibilité d'interagir sur des éléments importants dans le quotidien de l'utilisateur. Donc, en l'occurrence, en tant que manager, là, je vois que j'ai eu plusieurs demandes sur ce sujet, donc je peux valider. Quand je valide, la requête est validée directement. On a la possibilité de mettre en place le système d'alerte pour recevoir directement la requête est validée, ou alors on le voit tout naturellement quand on continue la vie. Donc là, je le rafraîchis pour actualiser. On voit que quand je suis revenu sur ma session, la requête a été approuvée. Et donc ça, c'est un exemple d'action card qu'on peut mettre en place très facilement. Et il y a une multitude d'idées, puisque comme l'a dit Maximo, l'idée de Busy, c'est que ça vient avec cet environnement autour du bot et autour de la génération de processus, l'automatisation, et vous pouvez le connecter avec tout votre écosystème. Vous voyez aussi que j'ai reçu en même temps, pendant qu'on parlait, l'alerte aussi sur mon email. C'est effectivement, si je suis hors connexion, en tout cas, je ne suis pas connecté en live sur ma plateforme Digital Workplace, on peut décider ou non d'activer l'envoi d'email. Et tout ça, c'est très facilement paramétrable en utilisant les composants Power Automate et puis l'API BusyBot qui vient avec toute la composante Busy. Donc là, si Simon il aurait accès, il pourrait montrer Power Automate où il y a vraiment tout un flux qui s'appelle Salesforce Discount. Et ça, c'est juste un exemple de processus que nos clients peuvent faire. À nouveau, ils peuvent le faire dans du Power Automate, mais aussi dans d'autres plateformes comme Nintex ou K2. Et vraiment, c'est un petit peu comme le mouvement no-code maintenant dans le monde consommateur. À nouveau, c'est quelque chose qu'on voit dans le monde consommateur. On a vu apparaître If This Then That, on a vu apparaître Zapier, on a vu Microsoft réagir très rapidement par rapport à ce mouvement. Et comme Busy est un produit qui vraiment est construit sur une API, ça a été quelque chose de relativement facile pour nous de commencer à faire. Mais ça a été quelque chose qui donne beaucoup de feedback. On a beaucoup de feedback de nos clients oui, vraiment, on a ouvert une multitude de possibilités que il y a quelques années, c'était toujours cette demande d'intégration avec des outils qui devaient passer par IT, qui devaient passer par une phase de prise de requirements, qui était très, très lourd comme processus pour avoir la moindre interaction ou intégration avec ces outils. Et maintenant, le fait qu'on fasse ces connecteurs, le fait qu'on utilise la plateforme de bot aussi, qui est la plateforme de Microsoft, qui est basée sur le bot framework. Vous avez vu que Simon, il a écrit très rapidement, je crois que tu as écrit discount, il me faut discount, I Quelques need mots, ouais. discount. C'est vraiment du natural language. Il faut vraiment pas, il n'y a pas besoin d'écrire
j'ai besoin de faire une requête de discount. C'est vraiment très rapide de processer ça avec le bot. Et c'est vraiment là où on s'est focalisé. C'est utiliser la plateforme et tout ce que la plateforme apporte. Et Busy, là, vraiment, le fort de Busy, c'est de bien travailler dans ces newsfeeds, dans cette technologie de newsfeed qui va permettre à cette intégration d'apparaître et disparaître. Donc, beaucoup plus efficace que la typique intégration par widget où il y a un widget qui prend de la place dans l'écran tout le temps, il y ait des requêtes ou non, par exemple dans du Workday. Maximo, je pense que tu voulais aussi montrer la gestion des pages tout à l'heure pour remonter un petit peu Ouais, dans la tout à fait. discussion. Ouais. Faire une démo justement, comment toute cette intelligence, là on vient de voir le côté plus abouti avec les action cards. Il y a un aspect aussi très important, on parlait de cette intelligence, elle débute dès que l'utilisateur crée du contenu. Ça c'est vraiment le plus important, c'est que dès que l'utilisateur poste du contenu, ce contenu-là, on peut l'interpréter et pouvoir lui créer une expérience très immersive dans sa navigation. Et donc, cette approche Wikipédia d'entreprise, Ouais, c'est ouais, aussi dans ouais. ce sens-là, c'est de lui proposer du contenu dont il va avoir besoin au quotidien ou pour enrichir son expérience dans l'entreprise. Tout à fait, tout à fait. Et je vais faire une chose, je vais faire 2 ou 3 choses ici. La première, c'est que je vais me dire, OK, si je suis en train de chercher quelque chose autour de l'employé, peut-être je vais le trouver rapidement, très rapidement dans la search. Donc, j'ai dit avant qu'il y a un volet search et, et, Project Cortex qui est très, très, très intéressant et très poussé. On pourrait aussi être en train de chercher ça avec du bot, de la technologie de bot. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une démarche un peu différente et je vais entrer directement dans le point d'entrée un peu Wikipédia. C'est comme si la Wikipédia, elle aurait une page d'accueil. Je crois qu'elle doit avoir une page d'accueil, mais personnellement, je ne l'ai jamais utilisée parce qu'il y a trop de pages. Et comment on attaque cette solution ici ou comment on attaque cette entrée par rapport à toutes ces milliers de pages qui vont contenir de l'information corporative si on n'a pas une structure comme la structure un peu archaïque qu'on avait voulu éviter. Donc, on travaille beaucoup avec les tags. Et par exemple, ici, je peux en train d'être utilisé ou de chercher quelque chose qui soit dans le supply chain. Un peu plus en concret des procedures et un peu plus en concret des procedures qui aient à voir avec la safety, par exemple. Et là, je suis en train de collectionner une suite de tags que je peux attaquer dans n'importe quel sens. J'aurais pu commencer par safety, après supply chain et après procedures. C'est complètement irrélevant comment j'aborde ma recherche par tags, mais à la fin, j'arrive à une quantité facile à gérer de pages. Et à chaque fois que j'arrive dans une de ces pages-là, j'arrive, je vois le contenu. C'est du contenu très riche, c'est du contenu très facile à éditer, à maintenir toujours d'actualité. C'est du contenu qui est associé à un life cycle de contenu. Il y a une personne qui est responsable de contenu, il y a une date de dernière actualisation. Donc, il y a toute cette partie de gouvernance qu'on parlait avant et qui fait que l'information qui est dans toutes ces Wikipédia, elle doit être, ou du moins on fait tout ce qu'on peut pour qu'elle soit d'actualité toujours. Et si elle n'est pas d'actualité, on a toujours la partie sociale connectée aussi. Donc s'il y a quelque chose ici qui n'est pas this content is a bit obsolete, par exemple, ou n'importe quoi. Ça peut être en privé ou en public. Là, je suis en train de poster un comment, mais je pourrais aussi faire un report de quelque chose qui ne va pas très bien avec cette page et je suis en train de le faire en version anonyme aussi ici. Donc ça, c'est notre approche à toute cette partie gestion des connaissances, contenu de type intranet, avec une vision très moderne et très effective par rapport à l'expérience d'utilisateur. Mais toujours en sachant que c'est du SharePoint, que tout le contenu existe et habite
dans du SharePoint et donc immédiatement disponible dans Search, dans le graphe, dans tous les mécanismes que la suite Office 365 va avoir pour accéder à ce contenu-là. Est-ce que j'oublie quelque chose d'autre qu'on avait pensé partager aujourd'hui? Non, je pense qu'on a. L'idée, c'était d'avoir 4 bons ingrédients clés, les 4 ingrédients clés qui sont pour nous très importants. Je pense qu'on les a bien parcourus. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent interagir dans la conversation. N'hésitez pas à lever la main ou à prendre la parole ou a posteriori revenir vers nous si vous êtes trop timide. Une démo de Busy normale, elle prend 1 ou 2 heures. Donc, on a vraiment parti sur la surface ici et seulement on a eu le temps de couvrir très peu du produit. Je pense que 45 minutes, c'est déjà un bon tour d'horizon pour cette première découverte en France. Et merci pour ton intervention, Maximo, très, très complète. Maintenant, si vous souhaitez en découvrir plus, évidemment, n'hésitez pas à nous recontacter directement. Patrick, on sera évidemment à tes côtés sur de prochaines AOS. En tout cas, on fera tout pour en faire de prochains sur des thèmes plus spécifiques. L'intégration avec Teams, qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, qui est un de nos éléments clés, mais on y reviendra plus tard. Ouais. Effectivement. On a montré un bout de ce qu'on faisait avec Teams, notamment la partie bot, mais on a énormément de choses qui sont également bien interfacées pour permettre un parcours d'utilisateur collaboration sociale très avancé. Ok, bah merci beaucoup à vous. Est-ce qu'il y a quelques questions par rapport à ce qu'on a vu? Je pense que il est tard, c'est pour ça. J'ai une petite question quand même. Comment vous voyez votre position par rapport aux nouveautés que sort Microsoft régulièrement? Ça vous challenge, ça vous pousse, ça vous énerve, je ne sais pas. Comment vous voyez un petit peu votre disons position? qu'on a une histoire de déjà 10 ans de travailler sur le socle Microsoft et on ne travaille que sur ce socle-là. Donc, on a beaucoup d'expérience et aussi de proximité avec l'équipe de Microsoft. Okay. Parfois, on les challenge. C'est nous qui mettons un peu en challenge. Il y a beaucoup de choses qui viennent dans du Yammer, qui sont des copies directes du Busy. On faisait du Q&A déjà il y a 7 années. Ouais. Donc, parfois, on leur donne des idées, parfois, ils nous donnent des idées. Mais il y a toujours un terrain qu'on peut sauter là-dessus et apporter beaucoup plus que ce que Microsoft fait. Et il y a toujours des choses que Microsoft fait qui sont super pour nous. Par exemple, tout ce qu'ils sont en train de faire dans Azure, dans le Intelligence. On a vraiment la capacité maintenant d'avoir l'Intelligence as a Service. Il y a une API, le même pareillement avec le Graph. C'est incroyable tout ce qu'ils font là-dessus en tant que plateforme. Donc, on a une longue expérience de trouver les choses où Busy fait beaucoup de sens et laisser à Microsoft les choses où on veut vraiment pas y aller. Par exemple, on veut pas entrer en concurrence avec Teams. On n'a jamais voulu entrer en concurrence avec Teams et on a toujours pris une approche très complémentaire avec Teams. Très clair, effectivement. Quelques questions. J'aimerais savoir si, en débutant sur les outils Microsoft, je voulais me former avec Power Platform. Quels conseils vous pouvez me donner? Un Power Automate est compliqué pour moi. Oui, ça c'est un peu, Patrick, ce qu'on retrouve aussi partout. N'importe quel outil que Microsoft va faire, il va être très puissant, il va être très complexe pour certains utilisateurs. Et donc là, ça laisse toujours une couche d'expérience utilisateur qu'il y a des produits qui vont aider. Par rapport à Power Automate, je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait aider cette personne. C'est pas vraiment mon fort. Je dirais moi. Faut peut-être. Vas-y Patrick, ça c'est aussi ton cœur d'activité. Faut peut-être regarder déjà les fonctionnalités de base de SharePoint et bien maîtriser parce qu'il y a déjà tellement de choses sur la plateforme SharePoint seule que Power Automate c'est bien pour automatiser un certain nombre de choses, mais déjà il y a des choses très belles à faire. Je pense aux alertes par exemple, des choses comme ça qui marchent nativement et qui peuvent peut-être qui vous sembleront plus simples, puisque en fait, je dirais dans du paramétrage SharePoint, on sera quand même dans une logique un peu plus simple que dans du Power Automate. Après, n'hésitez pas, il y a le site de Microsoft qui est plus ou moins bien fait, où on peut retrouver pas mal de petits tutos là-dessus.
Ça vous amènera une couche très vague, mais... Ouais. Tu vois, c'est le bon exemple hein, par rapport à ce que tu nous demandais, Patrick. Comment on fait aussi pour se différencier par rapport à Microsoft. Là, capitaliser sur Power Automate, nous, l'idée, c'est de proposer cette approche, ce framework où déjà tout est conçu et où, en fait, finalement, le travail il va être sur les métiers, sur le process. Comment on intègre ce process avec la maîtrise qu'on a, Busy, de Power Automate et des templates, finalement, des modèles que Power Automate a proposés. Et puis derrière, de pouvoir intégrer ça dans le process de l'utilisateur et puis de l'accompagner finalement de façon plus simple que de devoir aller dans la couche base de Power Automate, de devoir designer les workflows, etc., comme ça peut paraître complexe de prime abord. Ouais. Très bien. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci.